vais d'abord vous remercier pour l'organisation et pour cette salle, en fait, pour ces journées, parce que ça nous a obligés d'y réfléchir. Et c'est vrai que le genre partout, c'est quelque chose qui me tient au cœur. C'est toute ma vie professionnelle. S'il y a eu une fil rouge, c'est que j'ai toujours travaillé aux alentours du genre, dans le développement durable, dans le monde académique. Alors c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et au moment que j'arrivais dans mon fonction comme ministre de mobilité et sécurité routière, ça restait important, mais c'est moins. Voilà, ça commence. 20 heures supplémentaires. On va faire un cours de français dans le aussi. Comment? Évident, voilà. Voilà, c'est moins évident, par contre, c'est très, très, très crucial, c'est très fondamental de comprendre une lunette de genre partout et tout le temps. Et on le voit. J'aime bien le titre de votre séance, c'est faire en sorte qu'on crée une ville pour les femmes et pensée par les femmes. Pour moi, ça sera sans doute une ville qui est plus sûre, ça sera une ville qui est plus ouverte, ça sera une ville qui est plus juste, plus inclusive. Alors, ça sera une ville qui est meilleure pour les femmes, en fait, ça sera une ville qui est meilleure pour tout le monde, pas que les femmes. Et c'est important de stresser et c'était bien de nous obliger de venir ici pour expliquer ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire autour de ce sujet, parce que ça nous oblige aussi de mettre tout un peu sur les lignes. Et voilà, ça c'est une photo pour ouvrir. Mais si on regarde vers Bruxelles, on sait que plus de la moitié des bruxellois sont en fait des bruxelloises. Et pourtant, depuis toujours, si on prend l'espace public, voilà. Ça c'est pas facile. Voilà. Comme ça ne bouge pas ici. Alors, si on prend l'espace public, en fait, c'est pas que créé par les hommes, comme c'était montré très bien, qui sont souvent des hommes, pas toujours, on avait Brigitte Klaus dans l'époque, je ne suis pas la première femme sur cette poste, mais c'est vrai qu'ils sont souvent des hommes qui ont porté les projets. Les ingénieurs, les gens qui construisent les projets sont souvent des hommes, et j'ai rien contre les hommes, mais je pense qu'on manque de points de vue si on n'inclut pas les femmes. Et c'est pas que juste fait par les hommes, on sait aussi que c'est fait plutôt pour les hommes. Si on regarde ici, cette image, c'est fait pourquoi? C'est pour transporter des gens, des hommes, pour aller au boulot, au travail. Et ça, c'est trop souvent le but des grosses infrastructures dans notre région, les grosses infractions qu'on a eues dans le passé de notre région, c'est souvent des projets qui sont créés pour déplacer des gens, mais plutôt des hommes pour aller au boulot. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce que moi, je veux être ministre d'une ville qui travaille pour tout le monde. C'est une ville qui est là aussi pour ses enfants et pour le futur de Bruxelles. Ce ne sont pas toujours des gens dans une voiture, il faut créer une ville pour les gens, pas une ville pour les machines, pas une ville pour les voitures. Et ça, c'est encore un enjeu à Bruxelles. On sait que 70% de nos espaces publics est prévu pour les voitures, ou en stationnement, ou en bonne circulation. C'est 70% d'espaces publics qu'on n'utilise pas pour autre chose, qu'on n'utilise pas pour des aires de jeu pour les enfants, pour des zones de rencontre, pour des petites banques, pour des personnes âgées qui viennent se reposer. Alors, changer notre vie, c'est crucial, c'est quelque chose qui est urgent. Le genre, c'est une des bias, mais ce n'est pas le seul bias qui est visible. Il y a aussi des nombreuses identités qui se rejoignent dans une grande ville, chacune avec ses besoins, mais aussi chacune avec ses angles morts et avec une vue intersectionnelle. Je pense que le prochain intervenant va aussi parler un peu plus de ça, mais je pense que avoir une vue un peu plus globale sur l'ensemble des problèmes, avec une plus grande clarté sous tout cet angle, ça va nous enrichir, ça enrichit les débats, ça va aussi enrichir les solutions qu'on peut trouver. Et surtout, il y a toujours des solutions, il y a toujours des alternatives qu'on peut toujours faire mieux. Je pense qu'après, on va parler aussi de différentes angles, mais aussi même dans la féminité. Il y a plusieurs formes de féminité, il y a plusieurs expériences féminines dans la ville, aussi leur spécificité, mais aussi leur diversité interne, et prendre en considération la question du genre, et pas seulement la femme, mais vraiment la question du genre, permet d'être à la fois plus juste, mais aussi plus efficace de nouveau pour tout le monde. Alors prendre en considération aussi des autres points de vue et être conscient d'une analyse intersectionnelle de la ville, ce n'est pas seulement encore plus juste, ça permet aussi une vision plus globale pour construire et envisager l'espace public. Et ça, c'est un peu le centre de ce que je veux dire, c'est on peut faire mieux, on peut changer la ville, on peut créer une ville pour ces gosses-là qui vont grandir dans notre ville. Et j'espère qu'ils peuvent tous devenir très vieux dans notre ville, qu'ils ont envie de rester et qu'on peut créer une ville qui est plus apte.
Voilà. Je vais raconter parce que, comme je dis, au moment que j'arrivais à la poste, pour moi c'était évident que une vision genre est importante. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on fait dans des études féministes, qu'on fait partout, et ça m'étonnait que dans la politique et les compétences que j'ai, c'est pas toujours quelque chose qui est pris en compte. Et il y a un bel exemple en Suède, un exemple de comment on prend quelque chose qui paraît être totalement neutre. Le neige. Quand il neige, c'est neige pour tout, c'est neige pour tout le monde, n'est pas, mais en fait, si on regarde la politique de déneigement, quelque chose qui paraît être complètement neutre, on a constaté que c'est en fait quelque chose de très sexiste. Cette machine est très sexiste parce que où est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise surtout sur les grands axes, sur les voiries, les grands axes, et qui empruntent surtout ces grands axes sont surtout des gens qui se déplacent en voiture, souvent aussi plutôt des hommes. Et on a constaté en Suède qu'ils ont changé leur politique et au lieu de commencer le déneigement via les grands axes, ils ont commencé en déneigeant les pavés, les trottoirs, les petites rues, les rues de quartier. Parce qu'ils ont constaté que c'est là, il y a beaucoup de monde qui se déplace à pied. Pour eux, c'est encore beaucoup plus important de se déplacer, mais c'est ceux-là, il y a beaucoup plus de femmes. Et ils ont dit, en changeant ça, c'est bon pour les femmes parce que voilà, il y a plus d'égalité en qui utilise les voiries et il ne faut pas juste voir le nombre de mètres, le nombre de kilomètres de voiries qu'on va déneiger, mais surtout le nombre des usagers sur cette voirie-là. Alors les trottoirs sont beaucoup plus utilisés, les quartiers sont beaucoup plus utilisés souvent que les grands axes, et ils ont constaté que ce n'était pas juste plus juste, mais c'est aussi mieux parce que depuis qu'ils ont changé leur politique, ils ont constaté qu'il y a moins de fractures, il y a moins de trafic et moins d'accidents de voitures aussi parce qu'ils font plus attention aussi pour les piétons et les usagers plus douces de la route. Alors là, c'était vraiment mettre la priorité sur les humains et pas sur les machines. Ça a changé, c'était bon pour tout le monde, mais ça c'est un des exemples que changer la politique, c'est quelque chose qu'il faut faire partout, même là où on pense que ça vraiment c'est pas crucial, c'est pas nécessaire. Il y a encore des autres exemples de ça. Par exemple, le tarif de la cible. Pensez à un billet, c'est un billet, vous payez un ticket. Et le prix, c'est le même prix pour tout le monde, c'est vrai. Mais le prix qui est calculé, si vous achetez un ticket, c'est pour environ 1 heure, ou enfin 2 heures, ça dépend un peu de l'opérateur que vous utilisez, c'est pour 1 heure. Et pourquoi c'est 1 heure? Parce que 1 heure, c'est le temps qui vous garantisse de partir chez vous jusqu'au boulot. Vous avez assez de temps pour vous déplacer. C'est bon pour les hommes, mais si on regarde, c'est que souvent les femmes, ils ne vont pas tout de suite au boulot. Ils passent encore à l'école ou à la crèche, ils passent encore chez mamie pour lui dire bonjour, alors ils font plutôt des trajets qui sont coupés. Alors pour eux, un trajet le matin et le soir, avec 1 heure, c'est pas assez. Ça montre aussi que même les tarifs, ils sont basés sur des idées qui sont plutôt féminines que masculines, sur une manière de se déplacer en ville qui est plutôt masculine. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire, il faut accepter? Ça, c'est le passé. On constate, il faut le voir. Ça, je pense que la première étape, c'est faire le constat, c'est réaliser que ce qu'on fait est en fait changé, ce qu'on fait n'est pas neutre. Mais ça veut aussi dire qu'on peut changer et faire autrement. Et je pense que la grosse demande que j'avais quand je commençais au boulot, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, la réponse est très facile. C'est pas très facile, mais la réponse est là. C'est inclure les gens, travailler avec les gens, avec les receveurs. Et on a testé ça cet été. On a fait un test et ça s'appelait Doucement Vacances. C'était un projet, c'était pas pour le genre ou pour l'égalité des chances, mais c'est un projet sur l'espace public. On a constaté avec Corona, beaucoup de gens ne peuvent pas voyager comme les autres années, on est tous un peu coincés dans notre ville, alors il fallait adapter la ville pour tout le monde qui restait à Bruxelles pendant l'été. Alors on a fait un appel à projet. On a dit aux gens, si vous avez dans votre quartier un espace, une rue, un petit square que vous voulez utiliser pendant l'été pour y créer quelque chose, on veut un petit subside pour les aménagements, et comme ça, vous devenez vous-même propriétaire de votre quartier. C'était un succès énorme. On avait lancé le projet, les gens avaient 2 semaines pour réagir. Et moi, je pensais que personne va réagir en 2 semaines. C'était une masse d'éléments. Alors finalement, on a pu donner à 50 de ces projets un petit subside. Sur 50 endroits à Bruxelles, on avait des projets plus sur la vacances comme celle-ci. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? C'est pas relevant, si c'est relevant. Je vous raconte ça parce que le but, c'était pour réhabiliter l'espace public, pour donner une vacance aux Bruxellois,
Mais qu'est-ce qui était le résultat de l'évaluation de ce projet? C'était une chose, voilà, on a découvert, on a de nouveau utilisé l'espace public, ça c'est bon, mais surtout c'était les femmes, les personnes âgées sortaient plus. Ils étaient moins, se sentaient plus sécurisés, ils se sentaient plus bienvenus, ils se sont retrouvés leur propriété, désolé, leur quartier, ils sont sortis plus. Alors en faisant un projet qui était là pour l'espace public, on a vraiment montré que si on donne aux Bruxellois tous les leviers pour travailler dans leur quartier, on arrive à des beaux projets, des chouettes projets, mais aussi des projets qui sont bons pour tout le monde, et aussi pour les femmes, pour les personnes âgées, les gens qui ne se sentent pas toujours le bienvenu. C'est aussi bon pour la cohésion sociale, les gens disent « Ah, je connais maintenant mes voisins, j'ai un babysit, maintenant j'ai réglé les courses et tout ça. » Alors, c'était vraiment des projets qui partaient d'un espace public, mais qui étaient beaucoup plus chaleureux que ça. Et ça, c'est en fait comment on veut reconstruire tout Bruxelles. Parce que ça, c'est cet été, c'est un projet, c'est temporaire, mais c'est ça ce qu'on veut faire de manière définitive. C'est changer les quartiers où les gens habitent, faire en sorte que les quartiers sont vraiment des endroits où vous voulez vous retrouver. On a un plan pour ça, le plan Good Move, c'est le plan de mobilité. Ça parle de mobilité, mais ça parle surtout de convivialité, d'une ville agréable, d'une ville accueillante pour tout le monde. Et le but est de créer 50 quartiers des mailles apaisés, des quartiers dans lesquels il y a beaucoup de place pour les piétons, pour les cyclistes, pour les gens pour se rencontrer, des quartiers qui sont faits avec les riverains et pour les riverains. Et c'est pas les gens, ça c'est les gens, c'est créer des quartiers dans lesquels les gens se sentent chez eux, se sentent le bienvenu. Aussi un quartier dans lequel à 10 minutes vous avez tout, et la ville à 10 minutes, qu'il y a des écoles, qu'il y a des magasins, que toutes les infrastructures nécessaires sont là et que vous pouvez sortir à pied, sortir et trouver tout ce que vous en avez besoin dans votre quartier. Alors ça c'est un des enjeux qu'on veut faire. Il y a encore évidemment des autres projets à faire, ça c'est dans les quartiers. Je ne vais pas aller dans les détails comment on va le faire, mais le but c'est vraiment de créer ces quartiers d'une manière participative, ensemble avec les gens. Ici c'est une photo du place Fernand-Coq qui montre un peu comment on veut le faire. Avant c'était une parking. Maintenant, si vous allez au place Fernand-Coq, c'est plus un parking, il y a un peu de verdure, mais il y a aussi des enfants qui sortent, qui jouent. Il y a des petites fontaines dans lesquelles, selon les mères, mais aussi les pères, jouent, sortent avec leurs enfants, et ça change vraiment le quartier, et c'est ça ce qu'on veut faire un peu partout à Bruxelles. C'est pas que ça, mais là, il y a aussi une autre chose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le trafic. On va canaliser le trafic sur les axes, et on va créer des axes pour se déplacer, pour des voitures, mais aussi, par exemple, pour les cyclistes. Pourquoi est-ce que je montre ça? C'est parce que même le vélo, c'est pas quelque chose de neutre. Tout le monde sait rouler à vélo, mais on constate qu'un tiers des cyclistes sont des femmes et le reste des cyclistes sont surtout des hommes. Et si on nous demande pourquoi, la raison pourquoi les femmes roulent un vélo, les hommes, c'est pas qu'ils ne savent pas rouler à vélo, ils savent rouler à vélo, mais c'est de nouveau le sentiment de sécurité, la sécurité routière. Et on constate au moment où on crée des infrastructures plus sécurisées, il y a plus de femmes qui viennent à vélo. C'est ce qu'on voit dans toutes les villes en Europe qui ont déjà fait les chiffres, qui ont déjà fait toute l'infrastructure cyclable, que les femmes utilisent plus de vélos quand il y a une infrastructure sécurisée. Alors, créer une infrastructure, c'est aussi quelque chose qui fait une différence pour les hommes et les femmes dans les rues. Il y a encore des autres projets avec lesquels on veut changer. Ça, par exemple, le MAS. Là aussi, de nouveau, ça paraît quelque chose, c'est une technologie pour se voter GSM. Le but de ce MAS, c'est de faire en sorte que, au lieu d'avoir 5 applications ou 12 applications sur votre GSM avec une pour plastique, une pour le tech, une pour les SCD, une pour de laine, et vous avez encore le Billy Bike peut-être, le vélo et tout le machin, et vous allez chercher les meilleures méthodes pour vous déplacer. C'est pas trop séduisant pour vous déplacer multimodal. Alors ce qu'on veut faire, c'est créer une application qui intègre tout ça. Dans cette application, vous pouvez dire, moi je vais de point A à point B, et l'application vous dit, oh, la meilleure manière de le faire, c'est à vélo ou en métro, et vous pouvez considérer le temps, vous pouvez considérer si vous avez des enfants avec vous, si vous avez des talons ou pas, et dépendant du contexte, vous pouvez choisir la meilleure méthode pour vous déplacer point A à B. Et ok, ça va, c'est pas genré, c'est vrai. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en faisant ça, on va aussi collecter des data, en respectant le privacy, évidemment. Et on va collecter des data, on va mieux comprendre les besoins des gens. On va mieux comprendre les besoins parce qu'on va demander aux gens, vous partez d'où et vous allez où.
Et au lieu de regarder sur le terrain, sur les axes les plus occupés, on peut voir quels sont les axes les plus demandés. Et on peut adapter notre offre. Et là aussi, on constate, dans les autres pays où ils ont déjà travaillé avec ces systèmes, qui constatent que, pour l'instant, l'offre de transport en commun est souvent aussi faite pour déplacer les gens pour aller au travail, mais il y a l'opportunité de passer à l'école, passer là et changer l'offre en fonction du besoin. C'est aussi être beaucoup plus alerte sur les vrais besoins. Et on constate qu'au lieu d'avoir une étoile, par exemple notre train en Belgique, c'est une étoile, partout en Belgique, on arrive toujours à Bruxelles, là c'est tout coincé sur l'axe nord-sud, mais c'est une partie des gens qui se déplacent comme ça, mais beaucoup de monde se déplace de Anderlecht à Forêt pour aller chercher, pour visiter le lac en mer, ou pour faire les courses. Alors les déplacements ne sont pas toujours dans cette étoile, donc beaucoup de notre transport public pour l'instant est conceptualisé. Alors en offrir des applications, on peut aussi enrichir notre politique et adapter notre offre, ce qui est aussi important de nouveau pour tout le monde. Ce sont des opportunités qu'on a. On a l'opportunité, on va créer des mailles PC, on va changer la vie, on veut créer des applications. Il y a aussi des risques. Dans notre politique qu'on a, je constate, parce que d'une côté, je vois des opportunités, je dis, ok, si on fait des investissements dans les pistes cyclables et tout ça, on va changer la vie pour les femmes et pour tout le monde. Il y a aussi des risques. Par exemple, sur le stationnement, on aime bien créer l'espace dans l'espace public. Alors ça veut dire qu'il faut, je suis désolée, supprimer un peu de place de stationnement. Pas pour le supprimer, mais pour y créer une aire du jeu, une piste cyclable, un endroit pour se rencontrer. Et on peut le faire parce qu'on sait que on a plein de garages qui sont vides, plein de stationnements souterrains qu'on peut mieux utiliser. Alors ça fait partie de notre politique, c'est faire en sorte que ces stationnements hors voirie est plus attractif que les stationnements hors voirie. Mais là, il y a un risque, parce que si on demande aux femmes, si on parle aux femmes de ce côté, moi j'ai peur quand je pars au souterrain. Alors il faut faire en sorte qu'au moment qu'on fait ça, qu'ils soient bien éclairés, si c'est la partie boulevard qui est bien éclairée, mais c'est bien éclairé, et se rendre compte que ça peut faire en sorte qu'on crée une nouvelle obstacle pour les femmes, et il faut trouver des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer avec ces politiques, mais au moment où on crée ces politiques, se rendre compte qu'il faut chercher des mesures d'accompagnement et faire en sorte qu'on les crée de manière qu'on répond aussi à cet obstacle-là. Je vais encore peut-être parler un peu d'un thème un peu plus lourd, parce que maintenant je viens de vous parler sur ce qu'on fait, les opportunités que je vois dans mes politiques pour changer la vie pour les femmes, pour les hommes et surtout pour tout le monde. Il y a aussi des choses qu'il faut parler si on parle des femmes et dans l'espace public et sur le genre de l'espace public, et c'est l'harcèlement. Je pense que l'harcèlement, c'est vraiment un problème qui est là, et plusieurs études présentent des résultats qui sont assez similaires. C'est 98% des femmes, 98%, presque tout le monde, qu'on a interrogé déclarent avoir déjà subi au moins une fois dans leur vie une situation d'harcèlement sexiste dans l'espace public. Et ça, c'est un chiffre, voilà, je peux faire toutes les analyses sur le stationnement, tout ça, mais ça, c'est un chiffre, toutes les femmes ont cette expérience. Et c'est ça le sentiment de sécurité dont j'avais parlé avant, qui est vraiment un obstacle pour les femmes. Et c'est une des causes de ce sentiment de sécurité qui forme en fait une entrave à la liberté de déplacement des femmes, réduisant ainsi leur occupation dans l'espace public. Et l'harcèlement de l'espace public peut donc être en fait considéré comme vraiment une violation des deux droits humains fondamentaux. C'est le droit à la sécurité, le droit à la liberté de circuler. Je pense que ça, c'est très important de se réaliser. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une petite nuance dans le contexte, c'est vraiment quelque chose qui touche au cœur de notre société, faire en sorte que toutes les femmes ont les mêmes possibilités pour se déplacer et pour les sécurités dont on a besoin. Et pour toutes les femmes, 98%, je peux dire, c'est presque toutes les femmes, c'est-à-dire que je regarde les femmes, que les femmes connaissent les situations dans lesquelles on était, n'importe quel âge, n'importe qui on est, on a tous subi ces situations. Alors là aussi, il faut qu'on réagisse en éducation, faire en sorte qu'on fait l'éducation de tout le monde, on réagisse au fait avec le système juridique, avec nos systèmes policiers, mais aussi avec notre espace public. Aussi en adaptant notre espace public. Faire en sorte qu'on peut
fournir d'éclairage suffisant, faire en sorte qu'un plan d'éclairage, c'est aussi quelque chose sur laquelle on est en train de travailler, avoir un plan d'éclairage à Bruxelles pour qu'il n'y ait pas de petits coins qui sont un peu sombres dans lesquels vous ne pouvez pas vous trouver. C'est aussi la même chose que Bruce Plastique fait par exemple, c'est faire en sorte que les arrêts bus sont bien éclairés, qu'ils sont ouverts. Quand on achète de nouvelles trames, ce sont des trames ouvertes, qui sont larges, comme ça, vous n'êtes pas avec une personne dans une petite cabine, vous avez vraiment une ouverture, faire en sorte que ce sont peut-être des détails, mais c'est important au moment qu'on fait des choix, qui prennent en compte, qu'on crée un espace public qui est plus sécure possible pour les femmes et pour les hommes. C'est aussi question de bien nettoyer, faire en sorte au moment qu'il y a une petite agression ou un tag ou quelque chose, qu'on réagit tout de suite et qu'on crée une ville dans laquelle on se sent bien et qu'on se sent sécure. C'est aussi question de faire en sorte qu'il y a du personnel. On a demandé à la CIC d'augmenter le nombre de personnel dans les gares, et c'est souvent pas pour faire, ils ont un boulot évidemment, mais juste pour y être, comme ça qu'ils ne sont pas seuls le soir ou quand il fait noir, faire en sorte qu'il y a quelqu'un qui pourrait être là pour vous aider quand c'est nécessaire, et même ce sentiment très important. C'est faire en sorte qu'il y a une signalisation qui est claire, qui est visible, que vous trouvez votre chemin, que vous savez où vous êtes, où aller. Alors c'est dans tous ces petits détails qu'on peut changer aussi l'espace public et faire en sorte que c'est beaucoup plus agréable pour les femmes, mais aussi pour les hommes, pour toute personne, pour se déplacer. Ce sont des choses sur l'harcèlement. C'est quelque chose de vrai. C'est pour quelle place est-ce qu'on donne aux femmes, comment est-ce qu'on traite les femmes. Il y a aussi la question des symboles. Je prends un peu le photo d'avant parce que j'ai encore quelque chose à dire là-dessus. C'est aussi la visibilité des femmes dans les rues. Si on regarde dans les rues, on a fait le comptage avec Anne-Laure Benhamou, la secrétaire d'État d'égalité des chances, on a fait le comptage des 6% des rues portent des noms féminins. Par contre, les femmes ont aussi contribué à la construction de notre ville comme les hommes, mais on ne les découvre pas. Dans le tunnel Léopold II, c'est notre fameuse Léopold II qu'on va honorer, mais toutes les femmes qui étaient dans l'époque-là, qui ont aussi construit notre ville, qui sont souvent oubliées ou même pas visibilisées. Alors là aussi, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler, avec laquelle je travaille avec Benhamou pour faire en sorte qu'on change les noms de rue. Et on va commencer avec ce tunnel, parce que dans le tunnel, il n'y a personne qui habite, alors on peut changer le nom sans déranger trop de monde, et sans des procédures administratives trop difficiles. Alors pour l'instant, c'est pour ça que je vous montre, vous pouvez encore faire des suggestions. Il y a un site web tunnelléopold2.be. Là, vous pouvez faire des suggestions sur quelle femme est-ce que vous voulez, quel nom de femme on donne à ce tunnel au moment qu'on a rénové le tunnel. Parce qu'on est en train de rénover, au moment où tout est rénové, de réouverture, on veut donner nouvellement à ce tunnel. Et c'est important parce qu'on veut donner visibilité à une femme dans la rue, mais on veut aussi qu'il y ait un débat. On veut que vous, ce soir, vous pensiez à quelle femme a fait quoi pour Bruxelles, pour le monde, et quelle femme est-ce que je veux donner un peu plus de visibilité. C'est aussi ce débat qu'on veut créer, c'est pour ça qu'on a ce processus et qu'on demande autour de cela pour y participer. On a presque 15 000 réactions qui sont déjà envoyées. Il y a quelques femmes qui sont très populaires, c'est lié à l'actualité. Vous pouvez un peu faire voir ce qu'il y a, mais au moment que Antoinette Spaak est décédée, évidemment, on a constaté qu'il y a pas mal de propositions pour lui donner le nom du tunnel. Mais alors ça, c'est encore ça. Après, on va, évidemment, on a un comité d'experts qui va faire une shortlist de toutes ces listes, parce qu'il y a plein de suggestions, elle va faire une shortlist, et ce shortlist, on va de nouveau montrer à Bruxelles et demander à Bruxelles de voter, comme ça on a au moins une liste, je ne sais pas, de 5 ou 6 noms, sur laquelle on va se débattre, alors déjà 5 ou 6 noms sur laquelle on va ouvrir un débat, puis finalement, on va choisir un nom, et on va le mettre sur le tunnel, et chaque matin, quand des embouteillages, vous entendez sur le radio ce nom de cette femme. Alors, prenez femme, un nom qui est pas trop difficile à faire. Mais ça, c'est un exemple, c'est juste un exemple, mais avec lequel on peut aussi donner de la visibilité dans l'espace public, mais aussi créer une dynamique à Bruxelles pour changer et pour donner plus d'espace dans les symboles, parce que les symboles sont importants. Et dès qu'on a fait ça, on veut le tester maintenant. Et si le procédure est un succès, et jusqu'à maintenant c'est un succès, on va le faire aussi pour les autres endroits et les autres rues. Alors ça, c'était la dernière chose que je voulais vous dire, un peu de publicité pour notre projet. Mais je suis sûre que dans les années à venir, nous pourrons montrer que Bruxelles est autant plus, non seulement une ville pour pas les femmes, mais aussi une ville pour les femmes. Je vous remercie déjà.
Merci. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai pas de remarques de questions, mais je vais d'abord demander à la salle. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Non, pas pour l'instant, si. Bonjour. Oui, moi j'ai une question en fait qui rejoint un peu ce que la hier, mais on a parlé de gender budgeting et je m'interroge un peu sur le projet du métro 3 notamment. Je ne suis pas surpris de cette lecture genrée des budgets. Voilà, c'est pas tout à fait les petits trajets, en tout cas, et les trajets locaux pour aller à la crèche. Voilà. Je pense que voilà, c'est bien que vous le soulignez. Je pense que le projet de métro, c'est un des larges projets qui est là aussi pour déplacer beaucoup de monde qui vont surtout à leur boulot. C'est vrai que c'est un projet qui a son importance. On peut avoir un débat, je pense que ça mérite une soirée spécifique sur l'événement, sur le métro et tous les débats sur le transport en commun. C'est très important qu'on ne se limite pas à ça. C'est pas en mettant un métro qu'on a résolu tous les problèmes du transport en commun. Au contraire, il faut faire en sorte qu'on travaille sur tout le palette qu'on a dans le transport en commun. On a des trams aussi en surface qui ne sont pas en bas. Au niveau de sentiment sécurité, une arrêt de tram, les femmes sont mieux que dans une station de métro, surtout le soir. C'est aussi question de faire en sorte que c'est un peu moins cher, ça va plus vite, mais c'est aussi peut transférer, ça peut changer aussi une quartier. Par exemple, le tram 9, au moment qu'on a fait le tram 9 qui passe de Simonis à Jette, c'est une tram qui fait une liaison entre l'hôpital Bruxelles avec Simonis, mais c'est beaucoup plus, c'était un projet de réaménagement pour tout le quartier, mais aussi un projet pour faire en sorte que vous avez tout sur une marche, sur une distance de pied. Alors c'était vraiment un projet de restructuration de la ville. Alors je pense que ça c'est très important, ça a vraiment changé l'espace public et surtout parce que dans le processus était conçu pour avoir cet aspect de se déplacer d'une partie du quartier à l'autre partie du quartier. Mais aussi, ça c'est le tram, c'est une question des bus. On a un plan bus pour augmenter l'offre de bus à 30%, c'est très important parce que comme ça on va dans les quartiers qui ne sont pas encore servis où on va augmenter les capacités pour éviter qu'il faut attendre 20 minutes dans le week-end pour votre bus, qui n'est pas agréable, mais surtout, de nouveau, sans sécurité, c'est mieux d'avoir un bus qui passe de temps en temps. Avec le corona, vous voulez plus de bus, comme ça, c'est trop rempli, vous pouvez prendre le prochain. Alors là, ce sont toutes des choses qu'il faut travailler, ce qu'il faut éviter. C'est au moment qu'on construit un métro, qu'on ne fait rien d'autre. Et ça, c'est important qu'on travaille sur tout le palette, c'est qu'on n'oublie pas les autres modes de transport dans l'offre de transport public. Peut-être dernière chose, c'est le métro, c'est ce rail, ça peut déplacer beaucoup de monde, parfois c'est utile, mais on a aussi plein de rails qui sont sous-utilisés à Bruxelles. On a plus de 30 gares à Bruxelles qui sont sous-utilisés et mettre plus de trains sur ces rails, faire en sorte que les gares d'escalier qui peuvent vous rallier pour le centre-ville ou de Uccle Voet, ça vous prend 15 minutes pour arriver au centre-ville, c'est une belle alternative pour tout le monde qui est pas d'accord pour se déplacer en voiture. Mais ce sont vraiment des alternatives réelles qui existent, mais sur lesquelles on peut augmenter les capacités et qui va changer la vie. Je réponds trop loin, je sais pas. J'avais exactement la même question sur le budget genré des investissements Bruxelles, mobilité et d'Aston. On s'appelle sur le budget, en fait, l'expert budget genre est là, c'est Kevin qui est en train de travailler sur mobilité pour faire ça. De temps en temps, convaincre aussi des gens qui font déjà longtemps des budgets, pourquoi c'est important, pourquoi c'est crucial pour le moment qu'on crée un budget, qu'on fait cette réflexion à ce qu'on donne des budgets. Si on prend le budget mobilité, on peut faire un budget genré, on n'est pas encore tout à fait prêt pour le faire comme il faut, mais j'en suis sûre, dès qu'on le fait comme il faut, ça va montrer qu'on a un budget très national. C'est clair, des investissements comme ceux qu'on fait dans la rénovation du tunnel Léopold II ou dans le métro 3, ça vaut la peine d'un budget genré, encore plus que des petits aménagements d'espace public, c'est beaucoup plus coûteux. Et juste pour ce tunnel de la France, c'est 100 millions, le tunnel Léopold II, voilà. Que cette année. Voilà. On avait des chiffres encore plus, des chiffres globaux encore plus importants. Mais pardon, pour finir sur la question du métro 3, concrètement, là, on avait fait des ateliers autour de la
disparition en fait, du tram 55, en montrant à quel point ça impactait aussi les femmes et les mamans dans leur trajet quotidien, le fait de ne plus avoir ces arrêts plus fréquents que permettait le tram. Et voilà, donc, on a vraiment fait des ateliers pratiques aussi pour montrer l'effet que ça avait sur le quotidien des femmes, et c'est des choses qu'on n'a pas assez entendues dans la promotion du projet de métro. On a dépassé beaucoup de désavantages à cet investissement, entre autres pour les femmes qui n'aiment pas être à 30 mètres sous terre. Voilà, je passe le micro à M. Chaudepoix. Je pense que Normalement, ça va. Bon, bonsoir madame, j'ai été très heureux d'entendre votre exposé, mais je me présente quand même parce que je suis l'ancien président et vous m'avez rappelé beaucoup de souvenirs. Alors, je voudrais simplement dire deux thèmes. Le premier thème, c'est le piéton et l'espace public piéton. Et dans une école urbaine antérieure de la roue, je ne vais pas dire le numéro, mais antérieure, nous avions plaidé ceci, que tout ce qui sert à la voiture soit dans l'espace de la voiture. Ça paraît idiot comme phrase, mais regardez, c'est extraordinaire. Tous les poteaux, tout ça est dans l'espace piéton. Si les gens libéraient l'espace piéton tel qu'il est, dans sa largeur et même dans sa qualité, de ces impedimenta, excusez-moi de parler latin qui est la langue maternelle, mais il faut dire que vraiment c'est un progrès assez extraordinaire. Vous avez alors utilisé, et à vous, tout le monde utilise le concept de mobilité. Dans vos exemples, vous avez dit en fait autre chose, qui me paraît beaucoup plus riche sur le plan et de la pensée sociale, sociologique urbaine, et en urbanisme et en aménagement du territoire, c'est le concept d'accès. Ce qui est important, ce n'est pas d'être mobile et agité dans tous les sens, mais c'est d'avoir l'accès à la liberté de la ville, c'est-à-dire l'accès à ce qu'offre la ville en équipement. Et je trouve qu'être ministre de l'accès, ce sera un peu bizarre peut-être, mais ça aurait beaucoup plus de sens que de dire ministre du déplacement. Voilà, donc l'accès comme point de pensée de la production urbanistique, de la complexité urbaine, parce que la mobilité, vous la trouvez dans la charte d'Athènes de Le Corbusier magnifiquement, 3 zones, habitat, loisirs, travail et des mesures de circulation. Ça, c'est exactement la mobilité. Il faut rompre avec cette idée de mobilité pour être dans l'urbain, c'est-à-dire dans l'accès. Voilà ce que je voulais dire. Alors, si vous me permettez, encore un petit point, si je peux, oui, je sais, mais vous avez tout le temps parlé d'espace public, mais il y a aussi l'espace privé. Alors, je vais être très précis, comme la route a toujours été, on zoome sur des trucs concrets. Je pense à la rue Lebeau. La rue Lebeau, au Sablon, vous avez le bâtiment Proximus, qui est promis à la démolition. Pourquoi est-il promis à la démolition? Il n'y a aucune raison de démolir ce bâtiment. On peut le transformer en tout ce qu'on veut. Mais ce qu'il n'a pas, il n'a pas de parking. Et ce qu'on veut, là, c'est un parking supplémentaire. Ce qui est contradictoire avec une politique de l'accès, si je puis dire, au Sablon. Et accès qui doit venir d'un autre chemin que, justement, le parking de la rue Lebeau futur. J'espère qu'il n'y aura jamais, qu'il ne naîtra jamais, mais c'est extrêmement dangereux. Sans pas les questions, je vous dis, je suis d'accord. Pour ce projet de démolition en construction, je pense qu'on a discuté avec le bourgmestre pour
on va pas démolir le bâtiment pour un parking. Je commence par. Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais insister sur. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est bon, insister sur, parce qu'on parle de la ville par les femmes, et donc vraiment sur l'accent par les femmes. Donc, ce que vous avez évoqué, la participation citoyenne. Et je voulais savoir ce qui était pensé pour que cette participation ne soit pas juste une case sur laquelle on coche, voilà, on a demandé l'avis, après que en fait tout ait déjà été pensé. Donc à quel point cette participation elle est pensée très très en amont, à quel point est-ce que les habitantes et les habitants, les usagers sont avertis longtemps à l'avance des changements qui pourraient avoir lieu. Donc est-ce que ça ne devrait pas être pensé dans les projets d'aménagement et de participation. Donc vraiment demander l'avis tout à fait en avant. Et aussi comment faire en sorte que la participation ne se limite pas à des petits subsides ponctuels, parce que ça pose aussi la question de qui peut répondre à ces subsides, hein, puisque qui peut répondre à la subsides, c'est toujours un grand enjeu, pas les familles lambda. Ça demande quand même de déjà organiser des déjà moyens, d'avoir déjà un espace dans lequel on est lié. Et aussi, les petits subsides ne permettent pas de permettre quelque chose pour la durée. Voilà. On sait aussi que dans les demandes de subsides, il y a souvent, ça doit être innovant, ça doit être sympa. Enfin, voilà. Ça ne correspond pas en fait à ce que nécessairement à ce que les femmes souhaitent. Et aussi, le grand risque de réaménagement, c'est de casser la façon dont les personnes s'approprient déjà la ville. Donc, comment est-ce qu'on ne vient pas pouvoir faire du neuf à tout prix, changer le truc, faire un quartier, je ne sais plus, good move, je ne sais plus comment vous avez fait ça, alors qu'il y a déjà des formes d'appropriation qu'il faudrait peut-être plus soutenir. Donc, je pense aussi, par rapport à ça, à l'intérêt de maisons des femmes, d'espaces femmes dans les quartiers, à l'intérêt de choses qui sont là plus sur le long terme, plus sur la durée, et qui permettent d'entendre peut-être plus facilement comment les formes d'appropriation déjà existantes et comment pouvoir les faciliter. Et puis enfin, dans les outils de participation citoyenne, il y a aussi la question de quelle forme ça prend. Qui va à une assemblée générale à 18h30 ce soir? Voilà. Merci. Ce sont plusieurs questions, des questions pertinentes. Alors, sur la participation, je pense que là, il n'y a pas une réponse miracle. C'est commencer, le faire, essayer et apprendre aussi. Il y a un bel exemple pour le tram vers Lévy. C'est un trajet qui a été déjà décidé parce que les experts de planification ont dit voilà, il faut un tram là. On avait 3 trajets possibles. On disait on va faire un processus un peu participatif pour décider quel trajet du tram. C'était au début un peu. Il fallait un peu obliger les experts qui le font toujours de le faire. Et on a dit, voilà, au lieu d'avoir un comité d'experts, donc toujours un expert de la STIC, de planification, tout ça, on y ajoute des riverains et des commerçants. Donc on garde le comité qui fait l'analyse pour un trajet, donc toujours, mais on y ajoute des riverains et des commerçants. Ce qui est un processus très intéressant. Et après, on a fait ça et ils ont choisi une itinéraire que personne n'avait pensé en avant qu'on allait prendre. Alors ils ont choisi pas un des 3 trajets, mais ils ont vraiment changé le trajet, c'est tout à fait un autre trajet. Et ça c'est bon, c'est un bel exemple, parce que les experts disaient aussi, on a vraiment appris les choses, on a vraiment appris les vrais besoins, et ce n'était pas tous les riverains qui étaient là, mais il y avait quelques riverains, quelques commerçants, et ça existe eux-mêmes, ça a enrichi les débats. Et comme ça, ils sont maintenant convaincus de la plus-value du processus participatif. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler, c'est les gens qui le font, leur mettre en contact avec le processus participatif, leur montrer que ça enrichit le projet, et comme ça, le prochain projet, si on va encore mettre des lignes de tram, ils vont être demandeurs de faire ce type de processus participatif. De même pour les autres projets, normalement, Douce Mobilité ou la STIP, ils sortaient, ils avaient une soirée, par exemple, dans
dans une maison communale, point final de 8 à 10. Et quand vous dites qui va de 8 à 10 à la maison communale, c'est aussi un profil assez spécifique. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est dans les week-ends sortir. Ne pas demander que les gens viennent sur mais sortir. Avec le projet, être dans le parc le week-end, être à 5 heures dans les carrefours, dans les quartiers, pour dire voilà, ça ce qui est dans les cartons, qu'est-ce que vous en pensez, et vraiment aller chercher les gens pour avoir leur opinion, et comme ça aussi faire en sorte que les gens qui ne donnent pas automatiquement leur opinion sont aussi demandés pour être entamés dans la réflexion. Donc ça demande quelque chose de l'administration, parce qu'ils doivent sortir le soir, le week-end et tout ça, mais au moment qu'ils le font, ils sont enthousiastes parce qu'ils disent aussi la même chose, c'est on a beaucoup des réactions, on a beaucoup des inputs qui est beaucoup plus riche parce que sinon les gens qui viennent, c'est voilà, du côté des gens qui ne veulent pas construire un stationnement, d'autres gens qui disent on a un autre projet, des gens qui sont vraiment déjà dans le projet, et ça enrichit le débat de sortir et chercher des gens qui ne sont pas encore tout à fait liés au projet. Alors ce sont des choses au niveau de participation, c'est de faire et apprendre. De temps en temps, on va faire une participation qui ne fonctionne pas. Il faut essayer, il faut apprendre et oser de travailler autrement, différemment, et oser de faire une participation. J'avoue, on a déjà aussi fait des projets. J'ai aussi eu des soirées citoyennes, j'en ai eu 2, où on vient, on présente un projet, les gens posent des questions, tu réponds, puis au final, il y a un coché de box. C'est bon, on a fait ça, on peut être, mais c'est pas la même chose de construire ensemble un projet. Et ça, c'est ce qu'on veut vraiment faire avec le plan Good Move, avec les mailles apaisées. On va distribuer Bruxelles en 50 mailles. Et quand on travaille sur nos mailles, on veut vraiment travailler avec les quartiers, avec les gens, en faisant des projets pilotes, comme par exemple une occupation de l'espace temporaire pour tester quelque chose, mais vraiment travailler avec les quartiers pour faire en sorte que les plans, le plan de circulation, le plan de réaménagement sont conceptualisés ensemble. Et on va commencer avec ça, on va voir si ça fonctionne et comment. Ce sera aussi un processus pour nous pour apprendre, mais je pense que c'est vraiment, on est convaincu que ça va enrichir le projet, c'est la seule manière d'avancer. Votre remarque sur la durabilité quand on donne des subsides, c'est vrai que par exemple, l'exemple que j'avais donné des bourses en vacances, c'est pendant l'été, c'est chouette, c'est temporaire, c'est pas quelque chose de là, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il faut les deux. Il faut des projets temporaires qui donnent une impulse, qui créent, qui peuvent faire rêver le quartier. Par exemple, j'étais ce week-end dans la rue Picard, qui est normalement une route de transit pour un embouteillage presque toute la journée. Alors, avec ce projet, ils ont clôturé, on peut le faire pendant quelques mois, mais l'impact, c'est que maintenant, tous les quartiers ont quelque chose comme il faut peut-être un plan de circulation, il faut réfléchir sur ce qu'on va faire, et ce projet est quelque chose de temporaire, mais il faut faire quelque chose de définitif. Ça met aussi la pression sur la politique d'aménager et faire des choses définitives. Alors, je pense que là, il faut toujours chercher cet équilibre. Au niveau du subside, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'au politique, c'est chouette de dire voilà, on a des subsides et voilà, tu as un article dans la presse, c'est la populaire, mais il faut vraiment faire en sorte que les ASBL, les associations peuvent vraiment travailler, qu'ils ont une garantie, qu'ils ont des subsides pour plusieurs années, qui peuvent être un peu méchants, faire la politique sans être punis pour ça. Et je pense que là, si je peux le dire, on est vraiment on va tout faire le demain. Voilà, non, ça c'est important de donner la sécurité. Moi aussi, j'ai travaillé dans un ASBL et je pense que le moitié de mon temps, j'étais en train d'écrire les projets de subsides pour être subsides. Alors, il faut sortir un peu de ça et faire en sorte que, voilà, qu'on donne un peu de l'air aux organisations pour vraiment travailler. Voilà. Et la dernière remarque sur l'espace qui existe là, par exemple, devant une maison de femmes et tout ça, je me dis, voilà, vous avez raison, je suis d'accord, je ne vais pas dire plus que ça, mais je pense que là aussi c'est une remarque pertinente de mieux utiliser l'espace qui est là et de voir ce qui est déjà fait et de créer l'espace pour ce qui est déjà fait. On va prendre une toute dernière question avant de passer à le prochain. Merci. Je voulais juste, on ne connaît pas pour parler de métro, juste pour dire que c'est surprenant dans la mesure où c'est anti-féminin et anti-famille, comme vous avez dit, du métro n'est pas du tout sécurisant, pas du tout pratique pour des femmes ou des hommes qui ont des enfants, des personnes âgées. Donc je pense que c'est, j'en fais ce qu'on a dit, un projet qui est anti-humain, qui n'est pas du tout participatif, parce que quand on entend la réaction des gens, il se trouve la réaction des experts. Je sais que je ne suis pas un expert non plus sur le dossier,
Mais quand on lit les avis des experts indépendants, parce que le choix était basé sur un consortium qui n'est pas indépendant. Donc, je reviens sur le côté anti-féminin, anti-participatif, et surtout dans la mesure, et je regarde aussi Thierry, où en ce moment, on est confronté à une crise sans précédent. On a des budgets limités. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir différemment? Parce qu'en fait, tout doit être posé. Vous n'avez pas forcément dit que les femmes réfléchissent différemment, mais c'est vrai, vous avez dit il faut faire. Moi, je pense qu'on doit s'adapter au changement. On a peu de moyens et on doit faire plus avec moins. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça sur la table et réfléchir peut-être différemment au profit des gens et pas forcément au profit des grandes sociétés? Aussi, là, c'est plutôt une bonne question, c'est vrai, et on a une crise comme j'ai jamais vue, et on n'est pas encore en train de sortir. Là, je pense que ça va encore, on est juste au début de la crise, tous les impacts économiques, sociétals, mais aussi sur la santé mentale des gens, sur tous nos aspects de société est gigantesque. Je pense qu'on est vraiment au début de se réaliser ce que. Alors, on va devoir relancer la vie, mais pas que relancer l'économie, on va relancer la vie, et là, c'est le bon moment, c'est une crise, mais on est une crisis, c'est un bon moment pour voir, ok, mais comment est-ce qu'on va relancer ces vies? Quels aspects, quel domaine de l'économie est-ce qu'on veut relancer? Quel domaine, comment est-ce qu'on peut créer une société qui est plus chaleureuse, qui est plus solidaire? Parce qu'on a vu aussi beaucoup de solidarité pendant cette crise. J'ai vu beaucoup des initiatives de solidarité. Alors, comment est-ce qu'on peut garder ça? Comment est-ce qu'on peut fonder ça? Alors, ça sont des débats qu'il faut maintenant faire. Et il faut un plan de relance économique, mais il faut surtout un plan de relance sociétale en sa généralité. Et c'est vite dit comme ça, mais c'est très dur pour, au moment où on est en train de faire les débats budgétaires. On est dans toute notre réalité. C'est très important ce moment-là de faire en sorte de sortir aussi et d'avoir cette histoire plus globale sur ce qu'on veut faire ensemble avec le gouvernement, avec la société. Ça, c'est vraiment un enjeu sur lequel il faut travailler, mais ce qui démontre vraiment une coupure, aussi un changement de mentalité, aussi un changement de manière, de méthode de travailler aussi, même au niveau politique. Donc, on repense au métro. Pardon? Donc, le métro peut être abandonné comme projet. On peut croire. Mais peut-être qu'il faut organiser une soirée métro. Je pense qu'il y a un fait de faire une soirée métro. En tout cas, on va mettre dans le livre de la prochaine école nouvelle la question de la vie d'après et de la future. Et on va vous aider à trouver des réponses pour comment penser la vie d'après. Et ce sera au programme en mars 2021, et entre autres pour les questions de mobilité. Merci beaucoup.